Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le shérif Michael Carter n'était pas du genre à se laisser impressionner. En 20 ans de service dans le comté rural et tranquille de Redfield, il avait vu défiler un catalogue entier de malheurs humains. Des accidents tragiques sur des routes détrempées, des disputes de couples finissant à coups de fusil de chasse, des disparitions mystérieuses dont certaines n'avaient jamais été élucidées. Il avait appris à garder le cap, à ne pas se laisser troubler par la peur, ni par l'horreur. Mais ce matin-là, alors qu'il buvait son café noir en consultant les rapports de la nuit, un appel radio d'urgence interrompit le calme routinier de la station. « Shérif Carter, ici l'unité 12. Appel de la voisine des Holloway. La petite Anna dit que son père est sous le plancher. Elle est seule dans la maison depuis au moins 3 jours. » Il avait reposé sa tasse si brusquement qu'un peu de café s'était renversé sur le bureau. Il n'avait pas répondu tout de suite. Le silence dans le poste, d'ordinaire bruyant de téléphone et de bavardages matinaux, s'était suspendu un instant autour de lui. Un enfant. Seul. 3 jours. Un père sous le plancher. Il s'était levé d'un bond, attrapant son chapeau et son manteau, puis avait roulé à vive allure en direction de l'ancien chemin forestier, là où se trouvait la maison grise des Holloway. Une bicoque isolée, sans voisins proches, plantée à l'orée des bois comme un souvenir du passé. Les Holloway n'étaient pas connus pour être des bavards. James Holloway, ancien marine, décoré puis brisé par la guerre, vivait reclus depuis la mort de sa femme, Rachel, survenue dans un accident de voiture par temps de pluie, 2 ans plus tôt. Un événement brutal qui avait marqué la petite communauté de Redfield, mais qui, comme tant d'autres drames, avait fini par se fondre dans le silence. Depuis, James élevait seul sa fille, Anna, une enfant discrète, presque fantomatique, que l'on voyait rarement à l'école ou en ville. On murmurait que James avait sombré dans la solitude, parlant peu, refusant les visites, méfiant même envers les services sociaux. Quand Michael arriva, le soleil filtrait à peine à travers les arbres. La maison, terne et muette, paraissait inhabitée. Pourtant, sur le porche de bois usé, assise en tailleur, il vit Anna. Elle avait l'air absente. Ses pieds nus reposaient sur le bois sale, ses cheveux châtain clair étaient emmêlés, collés à son front. Elle serrait contre sa poitrine une vieille peluche élimée, un lapin sans œil, et fixait quelque chose devant elle que Michael ne pouvait pas voir. Il coupa le moteur, descendit lentement de sa voiture. Chaque pas sur le gravier résonnait trop fort dans le silence. « Bonjour, Anna, dit-il doucement, en s'agenouillant à bonne distance. Tu vas bien ? Tu es toute seule ? » La fillette tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux gris semblaient immenses, comme s'ils contenaient un vide trop lourd pour un enfant. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle cligna lentement des yeux, puis parla d'une voix presque chuchotée, mécanique. « Papa n'est pas mort. » Michael sentit un frisson lui courir le long de l'échine. « Où est-il, alors ?» Anna baissa les yeux vers le sol, puis leva un doigt vers la porte entr'ouverte de la maison. « Il est sous le plancher, » dit-elle. « Il m'a dit de ne pas avoir peur. » Les renforts arrivèrent une 20aine de minutes après l'appel du shérif Carter. 2 voitures de patrouille et un SUV banalisé se garèrent devant la vieille maison Holloway, faisant crisser les graviers humides. Les agents, silencieux, descendirent lentement de leur véhicule, leur regard glissant de la forêt noire à la petite silhouette de Anna, toujours assise sur le porche comme une statue oubliée. Michael leur fit un signe discret de la main, leur ordonnant d'entrer avec prudence. « Ne touchez à rien, » murmura-t-il. « Pas tant qu'on ne sait ce qu'on a ici. » Les agents passèrent le seuil avec une sorte de révérence muette. À l'intérieur, l'atmosphère était étrange, presque sacrée. L'air était sec, figé, chargé d'une odeur de bois ancien, mêlée à celle, plus inquiétante, d'un long confinement. On aurait dit que le temps avait cessé de couler à l'intérieur de cette maison. Rien ne semblait déplacé. Aucun objet ne traînait. Aucun meuble n'était renversé. Le salon, décoré sobrement de meubles en bois brut, affichait un ordre presque militaire. Un vieux canapé en cuir, usé par les années. Une bibliothèque pleine de romans de guerre et de manuels de survie. Une photo encadrée de James en uniforme, tenant une Anna bébé dans ses bras. Pas de traces de lutte. Pas de bris de verre. Pas de sang. Aucune note, aucun indice. Le téléphone est mort, signala l'un des officiers, recouvrant le combiné avec précaution.
Et. Le frigo est vide. Michael hocha lentement la tête. Tout semblait étrangement intact. Mais ce calme, ce silence, c'était trop parfait. Comme si quelque chose avait été dissimulé avec soin. Comme si la maison retenait son souffle. L'agent Tom Reyes, un jeune recrue encore pleine d'instinct, fit quelques pas dans le salon, observant le plancher avec attention. Il s'arrêta, plissa les yeux, et tapa doucement du pied. Thump. Puis un pas plus loin. Clock. Il s'agenouilla. Son doigt glissa le long d'une planche légèrement plus claire que les autres, moins marquée par le temps, moins usée par les pas. « Shérif, venez voir ça », dit Reyes. Michael s'approcha. Il s'agenouilla à son tour, passant sa main sur le bois. « Allez-y doucement. » À l'aide de leurs outils, les agents commencèrent à soulever les planches, une par une, révélant un vide sombre et poussiéreux. Un espace creusé entre les fondations, sans doute un ancien vide sanitaire. L'odeur devint plus lourde, plus dense, comme un relent d'humidité ancienne mélangée à quelque chose de plus organique, de plus profondément humain. Au bout de presque une heure de travail patient et méthodique, le corps fut trouvé. Il était enroulé dans un drap militaire kaki, impeccablement plié, comme si quelqu'un avait pris le temps de respecter un certain rituel. La tête, tournée sur le côté, révélait un visage paisible, mais étrange. Pas de panique dans les traits. Une expression presque douce, mais figée, comme si James Holloway s'était endormi avec un secret trop lourd à porter. Il n'y avait aucune blessure visible. Pas de sang. Pas de contusions. Pas d'éclat de verre. Rien. Juste un corps, posé là, sans trace d'effraction. Le sol autour de lui était propre. Net. Michael sentit son estomac s'enouer. Il regarda les agents en silence, puis se leva lentement. Il sortit de la maison pour retrouver Anna. Elle n'avait pas bougé. Toujours sur le porche, elle berçait sa peluche d'un mouvement imperceptible. Il s'agenouilla devant elle, avec une douceur qu'il ne savait même pas posséder. « Anna, » murmura-t-il. « Tu sais ce qu'on a trouvé sous le plancher ?» Elle hocha doucement la tête. « C'est papa, » dit-elle. Michael avala sa salive. « Est-ce que tu sais ce qui lui est arrivé ? Qui a fait ça à ton père ?» Les yeux de la fillette, terne et immense, se levèrent lentement vers lui. Son visage ne trahissait aucune émotion. Mais sa voix, elle, portait quelque chose d'étrange. De glacé. « C'est maman. » Anna fut placée temporairement chez Laura Bennett, la sœur aînée de Rachel, dans une maison stricte aux murs blancs, sans jouets, sans rire. Laura n'avait jamais eu d'enfant. Enseignante à la retraite, elle vivait seule dans une routine rigide, entre ses tasses de thé trop chaudes et les silences trop longs. Elle n'était pas cruelle, mais froide. Incapable de naviguer les eaux troubles du deuil et du chagrin d'une fillette. Les premiers jours, Laura tenta d'imposer des règles, heures de repas fixes, devoirs, extinction des feux à 20 heures précises. Mais Anna ne dormait pas. Chaque nuit, dès que la maison s'emplissait de silence, la voix de l'enfant s'élevait doucement, comme un murmure à travers les murs. « Maman. Maman, je t'entends. Je ne dirai rien. Promis. Oui, je sais, papa n'aurait pas dû. Mais je ne suis pas fâchée. Je te crois, maman. Tu as fait ce qu'il fallait. » Laura, d'abord irritée, tenta de faire taire ses dialogues nocturnes, pensant à des jeux de l'imagination. Mais plus les jours passaient, plus les murmures prenaient un ton inquiétant. Ce n'était pas du délire enfantin. C'était précis. Structure. Estrangement adult. Un soir, alors que Laura se penchait à la porte de la chambre entr'ouverte, elle entendit distinctement Anna parler à voix basse. Papa a menti à tout le monde. Il a caché des choses. Il disait que c'était pour me protéger. Mais maman, elle sait. Elle voit. Laura ferma la porte. Blême. Le lendemain, elle prit rendez-vous en urgence avec le docteur Meredith Klein, psychologue réputé spécialisé en traumatismes infantiles et en situations post-traumatiques complexes. La première séance se déroula dans le bureau lumineux du cabinet, rempli de dessins, de coussins colorés et de figurines. Anna, calme et polie, s'installa sans résistance. Elle ne pleura pas, ne détourna pas le regard. Au contraire, elle fixait Meredith avec une maturité dérangeante pour une enfant de 8 ans. « Tes parents te manquent ?» Demanda doucement la psychologue. « Maman n'est jamais loin, » répondit Anna. « Tu veux dire, dans ton cœur ?»
Non. Elle est là. Elle vient la nuit. Elle parle. Elle me montre des choses. Quelles choses? La fillette hésita, puis chuchota comme si quelqu'un pouvait écouter. Des images. Des souvenirs. Des endroits où papa est allé. Des gens qu'il a blessés. Meredith crut d'abord à une imagination surdéveloppée, un mécanisme de défense. Mais au fil des 2 séances suivantes, quelque chose changea. Anna se mit à parler de choses précises, trop précises pour une enfant de son âge. Elle évoqua des noms de lieux, de bases militaires, des noms de soldats, des codes, des dates. Fayuja. Un village à 10 kilomètres. Papa disait que c'était nettoyé, mais maman pleurait quand elle me montrait ce qu'il avait fait là-bas. Il y avait un homme, dans le désert. Papa l'appelait le contact fantôme. Il lui a donné un sac. Avec des papiers. Papa n'en a jamais parlé, même à maman. Dr Klein, de plus en plus troublé, entreprit de vérifier les éléments mentionnés par l'enfant. Et ce qu'elle découvrit la glaça. Plusieurs noms que Anna avait cités correspondaient à des officiers ayant servi dans des unités spéciales en Irak, dont certains avaient disparu ou étaient morts dans des circonstances floues. L'un d'eux, mentionné comme Jake Donovan, était listé dans un vieux rapport confidentiel du département de la Défense, jamais publié, que Meredith mit des jours à retrouver via des contacts officieux dans la presse militaire. Anna avait parlé de lui avec des détails qu'elle ne pouvait pas inventer. Un tatouage de corbeau sur la clavicule, un chien noir toujours à ses côtés, une blessure au flanc gauche par éclat d'obus, des détails exacts, jamais rendus publics. C'est ce qui poussa Meredith à appeler le shérif Michael Carter, une semaine après leur première rencontre. Ils se retrouvèrent dans son bureau à la mairie, à huis clos. Meredith avait les yeux fatigués, le visage tendu. « Cet enfant ne ment pas », dit-elle simplement. « Meredith, tu sais que dans ce genre de cas, le cerveau peut. » Non. Ce n'est pas ça. Je suis psychologue depuis 20 ans, Michael. Je sais reconnaître l'imaginaire, la dissociation, la mythomanie infantile. Ce qu'Anna dit est trop cohérent, trop précis. Et surtout, elle parle de choses classées secret défense. Michael croisa les bras, mal à l'aise. Comme quoi? Des missions en Irak. Des noms d'unités. Des actions non officielles. Des réparations, comme elle les appelle. Elle parle aussi d'un document. Un dossier caché. Quelque chose que James aurait gardé, et que Rachel aurait découvert, peu avant sa mort. Le shérif sentit une pression sourde dans ses tempes. Tu penses que la mort de Rachel n'était pas un accident? Je pense que James avait un secret. Et que quelqu'un, ou quelque chose, ne voulait pas qu'il soit révélé. Et Anna, d'une façon que je n'explique pas encore, est devenue la clé de ce secret. Un long silence s'installa. Michael regarda par la fenêtre. La forêt, au loin, frémissait sous le vent du soir. Tu crois aux fantômes, Meredith? Elle hésita. Je crois que certaines choses ne meurent pas tant qu'elles n'ont pas été dites. L'autopsie du corps de James Holloway, réalisée en urgence par le médecin légiste du comté, ne laissa plus aucun doute. Il n'était pas mort de cause naturelle. Son cœur avait cessé de battre sous l'effet d'un neurotoxique extrêmement rare, presque inconnu dans les bases de données standards. Ce composé, identifié plus tard comme NX13, avait la particularité de provoquer une paralysie progressive du système nerveux, tout en maintenant le sujet conscient jusqu'à l'arrêt total des fonctions vitales. Le docteur Lewinsky, en charge de l'analyse, avait froncé les sourcils en lisant les premières lignes du rapport. Agent chimique jamais approuvé pour un usage militaire public. Trace historique de son utilisation lors d'interrogatoires extralégaux menés dans les zones grises des conflits modernes. Ce produit n'était plus censé exister. Le rapport était formel, l'administration publique n'avait jamais reconnu ce composé. Il ne pouvait être obtenu que par quelqu'un disposant d'un accès très restreint à des archives spéciales ou à des réseaux clandestins liés à l'armée. Le shérif Michael Carter, profondément troublé, se rendit dans les archives militaires de Fort-de-Vinson, où certains anciens dossiers étaient conservés. Il utilisa l'ancien code de service de James Holloway qu'il avait retrouvé dans ses effets personnels pour fouiller les bases de données. Ce qu'il découvrit le glaça. James avait appartenu à une unité classifiée nommée Project Black Echo. Un nom qui ne figurait ni sur les registres officiels du Pentagone, ni dans les bases accessibles aux journalistes d'investigation. Il fallut des heures à Carter pour reconstituer l'organigramme du programme.
Black Echo n'était pas un simple programme de contre-espionnage. C'était une expérimentation psychologique extrême, destinée à créer des soldats capables de manipuler la mémoire, la leur et celle des autres. Officiellement, il s'agissait d'induire des souvenirs contrôlés pour tester la résilience mentale, ou pour faire croire à l'ennemi que des événements fictifs avaient réellement eu lieu. Mais officieusement, le programme était allé bien plus loin. Par hypnose, neurotoxines, privation sensorielle et drogues expérimentales, les scientifiques à la tête du projet avaient tenté de dissocier la conscience d'un soldat de son corps physique. L'idée était de créer des agents capables d'infiltrer des souvenirs, ou même de communiquer à travers des états altérés de perception. Plusieurs rapports parlaient de transmission non verbale à distance et de rétro-ingénierie du subconscient. James Holloway était l'un des sujets principaux. Des dizaines d'autres avaient disparu, laissés pour morts ou devenus fous. Le programme avait été démantelé brutalement après une série de suicides et un scandale politique étouffé. Mais James, lui, était revenu. Et il n'avait jamais parlé de ce qu'il avait vu, vécu ou subi. Dans les jours qui suivirent, Carter commença à réexaminer tous les rapports sur la mort de Rachel Holloway. L'accident de voiture semblait désormais suspect. Les freins défaillants, la trajectoire irrégulière, l'absence d'alcool ou de médicaments dans son système, rien ne collait à l'image d'une tragédie banale. Puis, un détail ressortit. Rachel avait appelé 3 jours avant sa mort un ancien numéro d'urgence militaire, aujourd'hui désactivé, réservé à ceux qui avaient servi dans les programmes secrets. Elle avait laissé un message court, intercepté et archivé. Il a recommencé. Il se réveille en parlant une langue que je ne comprends pas. Il ne me reconnaît pas. Quelque chose en lui me fait peur. Je crois qu'on lui a laissé quelque chose. Elle avait raccroché sans rappeler. Et puis, l'accident. Carter recolla lentement les morceaux. Et si Anna disait la vérité? Et si, dans les jeux nocturnes de l'enfant, quelque chose de bien plus réel survivait? Et si Rachel n'était pas morte? Ou plutôt, si elle n'avait jamais vraiment quitté ce monde? Car au même moment, dans la chambre de Laura Bennett, Anna parlait de plus en plus à voix haute. « Maman est près de moi. Elle me montre la pièce où papa cachait ses souvenirs. Il appelait ça la chambre d'écho. Elle dit que papa n'était plus lui-même. Il voyait des gens morts, disait qu'il le suivait. Maman a voulu l'aider, mais il a eu peur, alors elle est restée, même après. Elle dit qu'elle peut encore me protéger, mais que d'autres vont venir. » Laura, pétrifiée par ses confessions nocturnes, plaça un dictaphone sous le lit de la fillette. La bande enregistrée laissa sans voix les autorités. Car dans les enregistrements, après les mots d'Anna, une deuxième voix se fit entendre. Une voix féminine, douce, mais altérée, comme filtrée à travers un appareil radio cassé. Elle disait « Il faut finir ce qu'ils ont commencé. Tu es le dernier témoin, Anna. Et la mémoire est une prison qu'il faut briser. » De retour dans la maison des Holloway, le shérif Michael Carter sentait une tension sourde lui nouer la gorge. Le silence régnait comme un couvercle étouffant sur cette maison figée, où le temps semblait s'être arrêté au moment même où James avait écrit ces derniers mots. Avec l'appui du juge local, Carter obtint un mandat officiel de perquisition totale. Il ordonna à ses agents de fouiller minutieusement chaque recoin, des conduits d'aération jusqu'au grenier, en passant par la cave scellée qu'il avait déjà repérée mais jamais ouverte. La porte condamnée au fond du sous-sol céda sous l'effort combiné de 2 officiers. Une odeur stagnante, métallique, s'en échappa, comme un mélange de rouille, de cire et de terre humide. À l'intérieur, une pièce étroite, sans fenêtre, tapissée de journaux collés au mur, jaunis, couverts d'annotations illisibles. Des cartes militaires. Des photos brûlées. Et, posé sur une table bancale, un journal intime à la couverture de cuir noir, usé, râpé par l'angoisse. Carter ouvrit le carnet. Les premières pages racontaient une vie banale, la douleur de la perte de Rachel, la difficulté de s'adapter à la vie civile, les nuits sans sommeil. Puis, à mesure que les pages avançaient, l'écriture devenait plus agitée, les lettres penchées, griffées comme si la main de James avait tremblé. Et puis, un passage marqua Carter comme une lame glacée. Rachel n'est pas morte. Ils ont pris son corps. Ils ont réactivé son esprit. Ils l'attestent. La renvoie la nuit. Je l'entends marcher. Parfois, elle chante à Anna. Une vieille chanson qu'elle n'a jamais connue. Je la vois dans l'ombre, près du lit de notre fille. Elle me regarde.
Elle ne parle pas toujours. Parfois, elle reste debout, des heures entières, à fixer le mur. Elle me surveille. Je crois qu'elle sait que je me souviens. Je ne peux plus dormir. Je ne sais plus si c'est elle, ou une chose qui a son visage. Carter sentit son pouce accélérer. Il retourna le journal, cherchant les dernières pages, griffonnées à la hâte. Sur la toute dernière, il découvrit un dessin glissé entre deux feuillets, sur une simple feuille d'écolier à carreaux. Le trait enfantin était clair, mais l'ambiance glaçante. On y voyait une chambre, probablement celle d'Anna, avec un lit simple, une lampe sur la table de chevet. Debout, à côté du lit, une femme aux cheveux longs, vêtue d'une robe d'hôpital. Sa main tenait celle d'une petite fille. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais ce qui fit frissonner Carter, c'était le visage de la femme. Ses yeux étaient complètement noirs. Aucun blanc, aucune pupille. Deux puits d'encre sans fond. Et sous le dessin, écrit en lettres capitales au crayon rouge, une phrase d'enfant. « Maman m'a dit de ne pas montrer ça. » Le shérif Carter resta figé quelques instants, la feuille tremblant légèrement dans sa main. Il se força à reprendre son calme, mais quelque chose dans cette pièce ou dans la mémoire de cette maison semblait le regarder, l'écouter. Il demanda à ses agents de tout photographier, de prélever chaque objet, chaque document. Le FBI fut appelé. Très vite, des agents en civil arrivèrent, sans nom visible, sans badge apparent. Le dossier fut classé « Confidentielle défense » dans les 72 heures. L'autopsie de James Holloway fut scellée, transférée dans une base dont le nom fut effacé sur tous les rapports. Les preuves, les enregistrements, même les copies numériques, disparurent mystérieusement des bases locales. La maison fut mise en vente discrètement. Un promoteur local, apparemment ignorant des faits, en fit l'acquisition. 2 mois plus tard, la vieille bâtisse fut rasée au bulldozer. On ne trouva rien, sauf des fondations déformées, comme rongées par quelque chose de plus ancien que le béton. Le shérif Michael Carter assista à la démolition en silence, le journal de James dans la poche intérieure de sa veste, caché du reste du monde. Il ne l'avait jamais rendu. Quelques semaines avant de quitter Redfield pour toujours, Laura Bennett, la tante d'Anna, demanda à parler à Carter une dernière fois. Elle paraissait épuisée, comme vidée par les mois passés avec l'enfant. Ils se retrouvèrent dans un petit café désert. Laura portait un foulard noir autour du cou. Ses mains tremblaient lorsqu'elle posa la tasse devant elle. « Je dois vous dire quelque chose, Michael. Quelque chose que je n'ai dit à personne. Pas même au docteur Klein. » Carter leva les yeux. « Pause. Laura. » Elle inspira longuement. Une nuit, j'ai entendu Anna parler dans sa chambre. Ce n'était pas inhabituel, elle parle souvent seule. Mais cette fois, il y avait une réponse. Une voix de femme. Très douce. Très lente. Et ce n'était pas une radio, ni une télé. C'était réel. La voix chantait une berceuse. Une berceuse. Oui. La même que Rachel chantait à Anna quand elle était bébé. Personne d'autre ne la connaissait. Même moi, je ne l'avais entendue qu'une fois, il y a des années. Laura se interrompit. Son visage pâlit. Quand je suis entrée dans la chambre. Anna était assise sur son lit, les yeux grands ouverts. Elle m'a regardée comme si elle savait déjà que j'étais là. Et elle a dit. Elle ferma les yeux, prononça lentement. Maman revient toujours, par en dessous. Des années passèrent. Le lotissement Holloway Gardens sortit de terre. 8 maisons modernes, avec leurs allées en béton lisse, leurs clôtures blanches, leurs lumières LED au porche. Le terrain exact de l'ancienne maison fut rebaptisé Parcelle 7. Personne, parmi les nouveaux propriétaires, ne connaissait l'histoire. Un jeune couple, Daniel et Michelle Hargrove, y emménagea avec leur fille de 6 ans, Lily. La maison était neuve, fraîchement peinte, sans histoire. Mais dès la 2e semaine, Michelle remarqua des choses étranges. Des jouets déplacés la nuit, des traces de pas humides près de la trappe menant à la cave. Lily commença à parler à une amie imaginaire. Elle dit s'appeler Rachel, dit un soir la fillette à table. « Et qui est Rachel, ma chérie ?» Demanda Michelle. Elle était triste parce qu'elle était enfermée. Mais maintenant elle peut revenir. Elle me parle la nuit. Et elle te dit quoi? De ne pas m'inquiéter. Elle revient bientôt. Par en dessous.
Daniel, inquiet, installa une caméra de surveillance à vision nocturne dans la cave. Il voulait capturer les mouvements des rongeurs, ou toute explication rationnelle. Mais ce qu'il vit la nuit suivante le hanta toute sa vie. Sur l'enregistrement, on vit d'abord l'ampoule du plafond vaciller. Puis, pendant exactement 17 secondes, une silhouette flottante apparut au centre de l'écran. Immobile. Silencieux. Suspendue à une trentaine de centimètres du sol. Une femme. Robe blanche. Cheveux longs. Ses yeux étaient entièrement noirs. Sa bouche, fermée. Sa peau d'un gris cireux. Elle ne regardait pas la caméra. Elle regardait vers le plafond. Vers la chambre de Lily. Puis elle disparut. Comme dissoute dans l'air. Daniel ne parla jamais de cette vidéo publiquement. Il quitta la maison avec sa famille 2 jours plus tard. Il mit l'enregistrement sur une clé USB qu'il envoya anonymement à un ancien shérif à la retraite, Michael Carter, aujourd'hui reclus dans un chalet du Montana. Sur l'étiquette, il avait écrit une seule phrase. « Je crois que la chose a trouvé un autre visage. »